Imaginez, un accident arrive, un dommage est causé. Et là, tout de suite, la question qui se pose, c'est qui est responsable? En droit français, la réponse est loin d'être unique. En fait, il y a deux grands systèmes, deux logiques très différentes pour déterminer qui doit réparer un préjudice. Et c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Pensez-y une seconde. Un colis que vous avez commandé arrive complètement abîmé. Une tuile se détache d'un toit et tombe dans la rue. Ou encore, quelqu'un glisse sur le sol mouillé d'un magasin. Toutes ces situations de la vie de tous les jours, elles soulèvent exactement la même question juridique. Qui va payer les dégâts? Eh bien, la réponse, comme souvent en droit, c'est ça dépend du contexte. Pour s'y retrouver, c'est comme si la loi avait deux modes d'emploi, deux livres de règles bien distincts. Pour savoir lequel ouvrir, il faut répondre à une seule et unique question, toute simple mais absolument cruciale. Est-ce que les personnes impliquées étaient liées par un contrat? C'est le point de départ de tout. Allez, commençons par la première voie. C'est celle où, en quelque sorte, les règles du jeu ont déjà été définies à l'avance par les participants eux-mêmes, dans un accord, le contrat. En fait, la responsabilité contractuelle, c'est tout simplement l'histoire d'une promesse qui n'a pas été tenue. Quand on signe un contrat, on s'engage à faire quelque chose. Si cet engagement n'est pas respecté et que ça cause du tort à l'autre partie, alors la responsabilité est engagée. C'est aussi simple que ça dans le principe. Mais pour que ça fonctionne en pratique, la victime doit prouver 3 éléments. C'est une sorte de checklist. Premièrement, il faut montrer que le contrat n'a pas été respecté. Deuxièmement, prouver qu'on a bien subi un préjudice. Et enfin, le point le plus important, il faut démontrer que ce préjudice est la conséquence directe et rien d'autre du non-respect du contrat. Par exemple, si Pierre promet d'acheter une voiture à Marie mais ne paye pas. Le non-respect, c'est le non-paiement. Le dommage, pour Marie, c'est une perte d'argent. Et le lien entre les deux est évident. Hop, les 3 conditions sont remplies. Mais là où ça devient vraiment subtil, c'est que toutes les promesses dans un contrat ne se valent pas. D'un côté, il y a ce qu'on appelle l'obligation de moyens. Là, on promet de tout mettre en œuvre, de faire de son mieux. C'est le cas du médecin, il s'engage à donner les meilleurs soins possibles, mais il ne peut pas garantir la guérison. Et de l'autre côté, il y a l'obligation de résultat. Là, on garantit le résultat final, point. Un transporteur, lui, ne promet pas juste d'essayer de nous amener à destination, il a l'obligation de nous y amener sains et saufs. Et vous vous doutez bien que la différence est énorme en cas de problème. Bon, on pourrait se demander, est-ce qu'on ne peut pas tout simplement écrire dans le contrat qu'on n'est pas responsable et puis c'est tout? Alors oui, ça existe, avec des clauses spécifiques, mais attention, la loi encadre ça de très très près. L'idée, c'est d'éviter qu'une partie plus forte, comme une grande entreprise, impose des conditions totalement déséquilibrées à une partie plus faible, comme un consommateur. C'est pour ça que ces clauses sont souvent annulées par les juges si elles sont considérées comme abusives. Ok, on a vu le cas où il y a un contrat. Maintenant, on change complètement de décor. Que se passe-t-il quand il n'y a aucun accord préalable, aucun contrat signé entre les personnes impliquées dans un incident? Eh bien, c'est là qu'on entre dans le monde de la responsabilité extra-contractuelle. Et ici, le principe de base, c'est un des piliers de notre vie en société, l'idée, toute simple, que chacun d'entre nous a le devoir général de ne pas causer de tort aux autres. C'est cette grande règle qui va s'appliquer dans l'immense majorité des accidents de la vie de tous les jours. Le cas d'école, le plus classique, c'est celui de la faute personnelle. La logique, vous allez voir, elle ressemble beaucoup à celle du contrat. Il faut prouver une faute, que ce soit un acte volontaire ou une simple imprudence. Il faut prouver un dommage et bien sûr, il faut prouver le lien de causalité directe entre les deux. Si Pierre joue au ballon et casse par inattention la fenêtre de son voisin, on est en plein dedans. C'est assez simple quand on peut clairement identifier une erreur. Mais c'est là que ça se complique. Que se passe-t-il si un dommage se produit sans qu'on puisse vraiment dire que quelqu'un a commis une faute? Est-ce que ça veut dire que la victime n'a droit à rien? La réponse de la loi est non. Et c'est assez surprenant. Et là, attention, on aborde un des concepts les plus fascinants du droit, la responsabilité sans faute. L'idée, ce n'est plus de chercher un coupable, mais de reconnaître que certaines activités ou le simple fait de posséder certaines choses créent un risque pour la société. Et la personne qui crée ce risque doit en assumer les conséquences, même si elle n'a commis absolument aucune erreur. Le premier grand cas, c'est ce qu'on appelle la responsabilité du fait des choses. Si un objet qu'on a sous sa garde cause un dommage, on peut être déclaré responsable. L'exemple du caddie de supermarché est parfait pour comprendre. Si un caddie tout seul dévale une pente et blesse un client, le supermarché est responsable. Pas parce qu'un employé a mal fait son travail, non. Simplement parce que le magasin est le gardien du caddie, un objet qui a créé un risque. La victime, elle, n'a pas besoin de prouver une faute. Et ce même principe, on le retrouve dans d'autres situations très claires. Les parents, par exemple, sont automatiquement responsables des bêtises de leurs enfants mineurs. L'employeur est responsable des fautes commises par ses salariés pendant leur travail. Et enfin, le propriétaire d'un animal est responsable des dommages que celui-ci peut causer.
Dans tous ces cas, la responsabilité est automatique. Elle est basée sur l'autorité et le contrôle, pas sur une faute qu'il faudrait prouver. Bon, on a exploré nos deux grandes routes, celle avec un contrat et celle sans. Maintenant, pour que tout soit absolument limpide, mettons-les face à face. Voilà, ce tableau, c'est vraiment le résumé de tout ce qu'on vient de voir. Regardons ça de plus près. La responsabilité contractuelle, elle s'active quand? Quand un contrat est rompu, basé sur une promesse non tenue. L'extra-contractuel, c'est pour tout le reste, basé sur notre devoir de ne pas nuire aux autres. Mais la différence la plus fondamentale, la plus importante, elle est sur la ligne preuve. En contractuel, il faut toujours prouver une faute, alors qu'en extra-contractuel, on l'a vu, la responsabilité peut exister même sans aucune faute, juste sur la base du risque. C'est ça qui sépare vraiment ces deux mondes. Alors on peut se demander, mais pourquoi toute cette complexité? Pourquoi deux systèmes? En fait, tout ça a un seul et même but, construire un système qui permet de réparer les injustices. Que le dommage vienne d'un accord qui a mal tourné ou d'un simple accident, ces deux mécanismes sont là pour s'assurer que la victime puisse obtenir une réparation pour le préjudice qu'elle a subi. Et tout ça nous amène à une dernière réflexion, une question qui est au cœur des débats juridiques. Ce principe de responsabilité sans faute, est avant tout une protection essentielle pour les victimes qui leur facilite grandement la vie pour obtenir réparation, ou est-ce que ça représente parfois un poids un peu trop lourd, voire injuste, pour ceux qui, par leurs activités, ne font que gérer les risques inévitables de la vie en société? Tout l'enjeu du droit est de trouver le juste équilibre.